Le meuble qui cache. La forêt. Un podcast qui explore et explique les métiers du bois. Bonjour à tous, moi c'est Clélia. Et moi Camille. Partons à la rencontre des artisans et entrepreneurs qui ont choisi ce matériau pour gagner leur vie. Découvrons ensemble les acteurs au cœur de sa transformation et de son cycle de vie. Et le tout sans langue de bois. Dans cette première saison, Camille et moi vous proposons de se pencher sur le produit fini, le meuble, l'objet en bois. La deuxième transformation. Nous allons comprendre pourquoi de nombreux artisans ont choisi l'entrepreneuriat dans le bois et comment cette matière et ses dérivés leur permet de vivre leur métier. Bon, et bien, bienvenue dans ce nouvel épisode du meuble qui cache la forêt. Je suis aujourd'hui accompagné de Julien Michel. Bonjour. Bonjour Camille. On est à Marseille, dans le 17, Charente-Maritime. On est à, 45 minutes de La Rochelle. Ouais, une 35-40 minutes suivant, mais oui, ça va. On est tout proche de la mer, tout proche des bateaux. Et on est chez Julien, Âme d'Intérieur. C'est une compagnie, tu vas nous en parler, mais tu fais de la création de mobilier, d'agencement, de l'agencement sur mesure, tu fais aussi de l'ébénisterie, tu fais, j'ai cru voir, on va en parler, mais de la menuiserie aussi plus traditionnelle. Oui. De la sculpture. De la sculpture, effectivement. Donc, on va de la revenir restauration de meubles quand c'est nécessaire. Et tu es dans un atelier on va en parler aussi, qui est très grand, très lumineux et qui est bien sympa. Donc, pour commencer, Julien, je te propose que, pour qu'on te connaisse mieux, que tu nous décrives un peu c'est quoi ton parcours, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené à travailler avec du bois, ou des dérivés du bois en tout cas aujourd'hui. Bon, moi, je n'étais pas vraiment petit. Je ne pense pas que ce métier était un des métiers que j'avais envisagé pour mon avenir. Étant donné que je suis parisien et que je suis issu d'une famille qui est plutôt bourgeoise, donc en fait, on nous dirige automatiquement vers des métiers à études supérieures, étant donné que mon niveau scolaire n'était pas des plus efficaces. En fait, j'étais détecté plutôt intelligent, mais pas très efficace et adapté au système scolaire. Donc l'école a été un vrai calvaire pour moi. T'aimais pas ça, quoi? J'aimais pas du tout ça, non. Enfin, j'étais pas adapté. Enfin bon. Et ce qui fait que en fait, j'ai poussé avec 3 redoublements jusqu'en première S scientifique. Et puis mon père un jour a décrété qu'il s'est rendu compte que comme il me voyait le week-end, parce qu'on allait en Normandie le week-end, il me voyait sculpter du bois devant la cheminée, donc les bois qui devaient finir dans la cheminée finissaient en fait entre mes mains, à sculpter avec un couteau. Donc il s'est dit tiens, il y a quelque chose à creuser dans cette direction. Et lui en fait a toujours été passionné aussi par le bois. Enfin mon père était publicitaire, donc il n'avait rien à voir dans le secteur. Et il avait trouvé une école, lui, pour sa retraite. Il s'est dit, tiens, moi, je ferai ébéniste quand je serai plus vieux. Je ferai des études d'ébénisterie. Donc, il s'est dit, bon, bah, tiens, on va proposer ça à Julien, donc à moi, pour orienter, pour essayer de voir ce que ça donne. Et en fait, faire ça a été quelque chose. une extrême révélation pour moi, ouais. Tu n'y avais pas du tout pensé avant, à moins... Si, j'avais pensé, mais c'était c'est un loisir que... C'était la vision, en fait, dans mon milieu, était une vision tellement négative que je ne me voyais pas du tout aller dans ces structures CAP, où, en fait, pour moi, c'était des mouroirs. Donc, non, c'était pas possible. Ça marche. Donc voilà. Là, tu as commencé une école. Donc, j'ai fait une école... j'ai fait une école à 19 ans. Après l'armée, et ça a été donc une révélation totale pour moi, c'est que j'étais totalement adapté à ça, quoi. Mon cerveau était abreuvé de choses que je voulais apprendre tout le temps, en permanence. C'est-à-dire que j'apprenais quelque chose, dès qu'on me le disait, ça rentrait. J'avais pas besoin de travailler le soir. Et d'ailleurs, j'ai toujours en tête ce que j'ai appris à l'école, c'est-à-dire que ça n'est jamais ressorti. Donc après, je dois être adapté, je pense. On n'est peut-être pas tous adaptés comme ça, mais moi, c'était vraiment je me suis aperçu que c'était le métier que je voulais faire. Donc là, tu as fait l'école à Avignon. École d'Avignon, voilà, l'école supérieure d'ébénisterie d'Avignon, où on fait une formation en 1 an qui est, dirigée vers la fabrication, c'est-à-dire qui est dirigée pour en fait créer une entreprise et s'établir à la sortie. Donc on a beaucoup de dessins techniques, fabrication, conception,
gestion d'entreprise. Enfin, moi, je crois que Camille, tu connais parce que tu l'as faite. Ce qui fait que c'est une école extrêmement complète et qui est adaptée à des personnes en fait qui ont envie d'aller vite et d'apprendre vite. Ouais, parce que la et d'être formé spécificité, vite. c'est que tu fais le CAP et même un bac pro, je pense, Exactement. en Ouais. un an. Ouais, Chose qui normalement fait 3 ans. Ouais, ou voire 5 ans chez les compagnons. Hein. Voilà, Ouais. et puis ce sont plutôt des écoles orientées vers la reconversion professionnelle. Exactement, Donc toi, tu devais être un petit peu un ovni dans la promo, non? Bah, J'imagine, j'étais à 20 ans, j'étais le deuxième plus jeune, il y avait plus jeune que moi, mais oui, après il y avait des gens, qui étaient retraités, enfin, il y avait de tout âge, mais des hommes et des femmes, et retraités jusqu'à 19 ans. Quoi. Et donc maintenant, pourquoi l'agencement aujourd'hui? Pourquoi plus que... Pourquoi l'agencement? Parce que en fait, moi, je suis sorti de l'école donc en ayant appris les bénisteries traditionnelles type, on fabrique du Louis XV, etc. Des meubles massifs comme on les a toujours fabriqués. Et sorti de l'école, en fait, on s'aperçoit d'une chose qui est assez claire, c'est que ça n'existe plus. Hein, c'est simple, c'est qu'aujourd'hui, c'est de l'aménagement intérieur, c'est de l'agencement. C'est de la menuiserie traditionnelle ou de la pose, etc. Mais bon, si on veut faire du haut de gamme et si on veut rester à peu près dans la lignée de ce qu'on aurait appris à l'école, c'est ça. C'est-à-dire, c'est faire de l'aménagement intérieur. Donc, si possible, de la création, parce que c'est ce qu'on nous pousse à faire à l'école. Et ça, donc, il faut des entreprises d'aménagement, d'agencement. Moi, j'ai eu de la chance de trouver des bonnes écoles, enfin des bonnes entreprises. Mais... Donc là, oui, si on continue, t'es sorti de ton école et là, tu as travaillé dans des entreprises d'agencement. J'ai attaqué direct. En fait, après, j'ai fait du porte-à-porte, sorti de l'école. Parce que moi, j'ai fait, en fait, pour être plus clair, j'ai fait 1 an d'ébénisterie et 1 an de sculpture. Donc, j'ai appris pendant 1 an après à faire de la sculpture dorure. Là, ça a été une année de vraies vacances. Enfin, je crois que ça a été les plus belles années de ma vie parce qu'en fait, là, on est livré. C'est que du bonheur, quoi, la sculpture. Sculpture, quand on aime ça, moi j'ai adoré, voilà. Donc j'ai eu cette chance. Et donc sorti de la sculpture, je suis parti en Normandie et j'ai fait du porte-à-porte et j'ai trouvé une entreprise, j'ai eu beaucoup de chance, une entreprise qui faisait de l'agencement sur Paris pour du haut de gamme. Donc tout de suite, je suis tombé en fait dans une entreprise qui était très très grande, qui avait beaucoup de surface. On était 15 personnes et avec avec des chantiers très intéressants en fait. Moi, je suis à la sortie de l'école, en fait, je me sentais prêt déjà de monter ma boîte. C'est-à-dire que moi, j'avais qu'une envie, c'était de me mettre à mon compte. Je me sentais le meilleur du monde, mais voilà. Sauf que, en fait, dès que j'ai commencé à mettre un pied en entreprise, je me suis aperçu que il manquait énormément de choses sur ma formation au niveau de ce qu'on utilise aujourd'hui en matériaux et conception et tout ce qui est en fait aujourd'hui l'ébénisterie et l'aménagement aujourd'hui, quoi. C'est plus du tout la même chose qu'avant. Et ça, on l'apprenait pas à l'école. Donc ce qui fait qu'il a fallu me reformer. Donc j'ai fait 3 ans en Normandie et après je suis parti à La Rochelle où je suis maintenant et là j'ai trouvé une entreprise. Je suis venu ici d'abord faire de l'aménagement de bateau. C'était pas faire du bateau. Peut-être que tu fais de la voile à côté, je sais Non, pas. j'étais venu justement, la première fois que j'ai vu La Rochelle, c'était en bateau, mais bon, c'est ce qui m'a fait aimer cette ville. Mais et après, donc, je me suis dit, tiens, je vais travailler dans le bateau, parce que je savais que c'était une ville de nautisme. Et là, j'ai déchanté totalement, parce que moi, après avoir fait des magasins de luxe, je me suis retrouvé à faire de la caravane. Enfin, c'est comme ça que j'ai assimilé ce métier, à faire de la caravane. Et donc j'ai fait 6 mois, ça a été les 6 mois les plus compliqués vraiment de ma vie. D'accord. Donc des choses très légères, j'imagine, le plus léger possible. Oui, et puis c'est de la série, en fait. Tu fais de la série. Enfin, c'est pas du tout intéressant, quoi. Et j'ai eu la chance après de trouver donc l'entreprise où j'ai fait 20 ans, qui est une entreprise de compagnons à La Rochelle. Et là, par contre, là, ça a été. C'est pour ça que j'ai fait 20 ans d'entreprise, en fait, c'est que je me suis éclaté vraiment. C'est-à-dire que j'ai fait des choses qui étaient hors normes. Quel type de projet c'était? C'était aussi dans le nautisme aussi Non, du tout. Non, c'est de l'hôtel particulier, du magasin Hermès, de tout ce qu'on peut imaginer dans le luxe le plus avec des clients prestigieux, quoi, des clients des milliardaires. Donc, ce qui fait qu'on fait des hôtels particuliers, des projets qui sont hors normes. Ouais. Hors normes, mais pas 2 fois. C'est-à-dire que moi, au niveau de l'atelier, j'étais en fabrication, je faisais jamais la même chose. C'est-à-dire, j'avais jamais les mêmes projets à réaliser.
et toujours des choses complexes. Donc, ce qui fait qu'intellectuellement, ça apporte beaucoup, quoi. C'est agréable le soir. C'est dur à gérer, mais c'est très gratifiant de sortir des projets voilà, qui t'ont intellectuellement apporté quelque chose. Voilà, donc à la sortie de ça, à un moment donné, je ne pouvais plus aussi être salarié, donc il a fallu que je me suis dit que bon, l'âge aidant, il fallait que je me mette un peu, je me prenne par la main et que je prenne la responsabilité de venir, De t'installer. de m'installer, parce qu'en fait, un jour, on finit par se rendre compte qu'il manque beaucoup, quoi. En fait, en tant que salarié, enfin, moi, il me manquait, il y avait trop de choses que je gérais pas qui me manquaient, quoi. Ouais, J'avais ça on va y un vrai venir. problème. C'est important l'aspect. Ouais, Et c'est ça. c'est aussi une charge mentale énorme aussi à gérer. C'est une grosse charge mentale. Donc, et ça, c'est pour ça qu'on essaye de démystifier tout ça. Donc là, tu t'es lancé directement ici, hein, j'imagine, à Marseille. Il n'y a pas eu de lieu avant Non, cet atelier. j'ai cherché La Rochelle beaucoup trop cher, donc j'ai fini ici. En fait, c'est parfait. En fait, c'est parfaitement situé pour moi. En fait. Et là, tu t'es lancé. Tu as choisi quelle forme de société? Alors ça, c'était un débat long parce qu'au final, ça fait partie des choses qu'on n'arrive pas à savoir. Quand on veut s'installer, moi, j'ai essayé de me faire assister, j'ai demandé à un comptable, etc. Personne n'est capable de nous dire quel est le statut juridique qu'il faut prendre, parce qu'en fait, soi-disant, qu'il y a des bénéfices et des problèmes à chaque statut. Toujours mais au en cas fait, par cas, suivant votre situation. ouais, mais en fait, nous, ce qu'on demande à des gens qui sont sachants, c'est de nous expliquer celui qui correspond à notre besoin, et ça, on n'arrive pas à l'avoir. Donc moi, je suis en SARL parce que c'est celui qui est le plus banal, et qui protège protéger le mieux. En fait, j'en sais rien parce que je connais pas les autres. Ouais. Mais Qui voilà, je protège suis le mieux SARL. Mes ta intérêts, personne et puis ton qu'au final, patrimoine. c'est ce qui est le plus Donc là, individuellement le mieux protégé. tu t'es lancé. Une question qui me vient à l'esprit et qui souvent ça commence comme ça. Donc toi, tu as quand même fait le saut directement, contrairement à beaucoup qui commencent chez eux, dans un atelier directement. Ah oui. Ouais. Tu es parti avec quelle machine? Tu t'es dit, ok, j'ai besoin de quoi au tout début? En fait, moi j'ai eu cette chance, comme je te disais au départ, c'est que mon père enfin, si j'ai fait cette école, c'est parce que mon père voulait la faire. Donc mon père a fini par la faire. Et il s'est créé un atelier en Normandie, un petit atelier. Donc ce qui veut dire qu'il, lui, il avait dans 150 mètres carrés des combinés. Donc moi j'ai récupéré, vu que lui, en fait, n'a jamais vraiment travaillé. Après, parce qu'il était trop âgé, et donc j'ai récupéré ses outils. Donc j'ai commencé avec déjà des outils que lui, donc il y a encore d'ailleurs dans l'atelier des outils qui appartenaient à mon père. Mais après, oui, j'ai investi. En fait, moi j'ai acheté la plupart des outils que j'ai là, quoi. D'accord. Parce que en fait, il faut être équipé. On ne peut pas faire de la fabrication avec une combinée. Il y en a qui y arrivent. Moi, je ne pourrais pas. Pas en faisant de l'agencement. Oui, tu passes ton temps à changer d'outil. Exactement, tu passes ton temps à changer d'outil. Ouais. Ok. Quelle est la taille de ton atelier aujourd'hui, la superficie globale? Il y a une partie chauffée, si j'ai bien compris, puis une partie non chauffée. Exactement. Moins chauffée. Donc c'est ça, là on est dans la partie chauffée. Donc en fait on a 300 mètres carrés au sol avec une mezzanine de 50 mètres carrés, ou 80 mètres carrés je crois. Donc on a 380 mètres carrés. On va aller faire un tour dans l'atelier. Ouais, on ira tout à l'heure. Et donc j'ai une partie qui fait 50 mètres carrés où j'ai ma partie atelier établie où je fais, c'est la partie montage qu'on pourrait appeler partie montage. Moi je travaille au chaud, voilà, avec de la lumière, je suis bien, j'ai mon côté bureau, ma musique, etc. Donc je suis parfait et les machines sont donc dans le reste de l'atelier avec un gros poêle qui chauffe quand même en hiver. J'imagine qu'après, plus tard, t'es installé depuis combien de temps d'ailleurs? Donc ça fait bientôt 5 ans là, j'arrive à je finis la 5e année. Ouais. Donc tu as amélioré quand même en 5 ans ton parc machine, petit à petit? Pour l'instant j'ai très peu changé de choses parce que, étant donné que comme je te dis, j'ai 20 ans d'expérience, je sais ce qu'il faut. Donc j'ai commencé avec le max. Le minimum syndical, c'est-à-dire que là j'ai tout ce qu'il faut pour faire tout. Et puis tu connaissais les marques que tu aimes bien, tu connaissais. Ouais, et puis j'ai trouvé. Après non, c'est suivant les budgets. J'ai fait attention j'avais un bon fournisseur de machines qui m'a orienté comme il faut. Et après oui, plus tard il faudra peut-être un jour une numérique ou des choses comme ça, mais bon, on verra.
Tu as aussi un camion, hein, j'ai vu, et puis Oui. j'imagine que tu l'as aménagé à l'intérieur. Le camion, il n'est pas aménagé parce que en fait, il y a un pour et un contre dans le métier. C'est que si on veut de la place, on ne peut pas l'aménager. Et en fait, souvent, moi, je me retrouve à avoir un camion rempli de panneaux, etc. Donc, si j'avais de l'aménagement, en fait, je me retrouverais à pas rien pouvoir mettre dedans. Donc, au final, c'est pas possible. Donc, c'est difficile d'aménager un camion, s'il n'y a pas besoin. Et puis, bon, tu l'as dit, tu t'es installé ici géographiquement à Marseille, mais c'est plus par un souci de prix au mètre carré, on va dire, de l'atelier. Mais le but principal, c'était La Rochelle. Mais donc, ça veut dire que, j'imagine, on en a discuté, mais la majorité de tes clients et de tes projets sont sur l'île de Ré et La Rochelle. Oui, Ou sur le bord de la mer, en majorité, oui. Mais là, par exemple, ce matin, j'étais à côté de Royan. Donc là, j'ai un chantier à Royan. Donc, en fait, l'avantage du positionnement de l'atelier, c'est que je suis centré. C'est-à-dire que je travaillais sur Niort, donc je suis à 30 minutes de Niort. Je suis à 30 minutes de Rochefort, 30 minutes de La Rochelle. Je suis au milieu de tout. Donc, au final, j'ai même fait des chantiers sur Saintes. Donc, qui pourraient être accessibles tu rationalises un peu tes chantiers de pause, j'imagine Je rationalise pas trop, mais étant donné que je suis fabricant, j'ai plus 70% de fabrication, enfin, voire 80% de fabrication et 20% de pause. Ce qui fait que en fait, la pause représente une toute petite partie de ma vie. Donc, en fait, les déplacements, à part là, sur le chantier actuel où je suis au bout de l'île de Ré, où là, c'est un peu lourd, mais sinon, en règle générale, non, c'est pas grand-chose. D'accord, donc tu n'as pas tant de déplacements que J'ai ça. pas Tu de fais pas problème de des déplacement. déplacements de semaine où tu vas à la journée et puis Voilà. tu reviens le soir et tu retournes le lendemain éventuellement. Ok, et puis je ne sais pas si on l'a précisé, tu n'as pas d'ouvrier, tu travailles seul, pas d'apprenti. J'ai pas d'ouvrier, j'ai un ancien collègue avec qui j'ai bossé avant, etc. Enfin bon, on se connaît très bien tous les deux, il continue à collaborer avec moi, et donc lui, il vient m'aider. Donc quand j'ai besoin, j'ai Samy qui est là pour me donner un coup de main, je le remercie beaucoup d'ailleurs. Salut Samy. Bonjour Samy. Voilà. Et donc pour l'instant c'est comme ça. À une époque on avait pensé, lui m'avait demandé pour une association ensemble, qu'on travaille en collaboration sur l'atelier que lui avait créé avant, et ça s'était pas fait. Donc là maintenant c'est moi qui ai repris le. Maintenant lui n'a plus l'atelier, c'est moi qui l'ai, mais donc lui il est un peu aussi dégoûté du métier. Enfin il a plus trop envie de se mettre là-dedans, donc ça l'arrange bien en fait je pense. On va parler un peu plus de ton métier maintenant en tant que tel, des différents chantiers que tu fais. On peut voir sur tes réseaux que tu fais de l'agencement sur mesure, bibliothèque, dressing, cuisine éventuellement, on en voit. Mais on voit aussi des meubles, j'ai vu un lit superposé passer, des choses comme ça, des meubles de salle de bain. Et aussi tu fais de la menuiserie, j'ai vu des terrasses, des pergolas, choses comme ça. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? C'est quoi le cœur de ton métier, enfin le pourcentage de type de projet que tu fais le plus? Le plus aujourd'hui, c'est vraiment de l'aménagement intérieur, c'est-à-dire que en fait, ce qu'on peut voir sur mon site, les terrasses, pergolas, c'est des choses que j'ai fait au départ de mon activité où en fait on n'est pas trop regardant sur les ouvrages qu'on nous confie parce que malgré tout, il faut qu'on travaille. Donc moi tout ça, je sais le faire, je l'ai déjà fait, donc automatiquement. C'était des chantiers que j'ai faits, mais aujourd'hui, c'est vraiment, moi, je suis spécialisé dans tout ce qui va être dressing, bibliothèque, cuisine, mais j'en ai fait pas mal. Donc maintenant, c'est par choix, quoi. Donc tu as le loisir, on va dire le luxe, de pouvoir filtrer ou choisir tes projets. Ouais, mais c'est que les gens, en fait, souvent, j'ai eu une réflexion hier, parce que là, j'ai eu une demande pour faire un bar à La Rochelle. Et le client me disait, il me dit, il faut que je vous le dise quand même, parce qu'il a regardé mon site et il me dit, votre site, en fait, le problème de votre site, c'est quand on regarde votre site, on a l'impression que ça va être cher, que c'est trop haut de gamme. Et je lui dis, mais moi, c'est ce que je veux faire. En fait, moi, je cherche à faire du haut de gamme. Et j'ai toujours fait ça de ma vie. L'idée, c'est de faire le plus difficile et le plus haut de gamme possible. Donc, je ne vais pas promouvoir du bas de gamme. Je ne veux pas ça. Oui. Mais bon, après, c'est un avantage, un inconvénient. Je dois perdre aussi pas mal de chantiers dû à ça, du fait que, en fait, j'essaie de tirer vers le haut, mais c'est ce que j'ai appris, c'est ce que je veux faire.
Donc voilà, moi je Mais est-ce que cherche ça à te faire ça. porte préjudice aujourd'hui? Je veux dire, est-ce que tu arrives Jusqu'à présent, pas encore. Oui, d'accord. Donc, tant mieux. Oui, c'est ça. J'ai jamais été appelé pour faire du placo. Voilà. Donc ça, c'est ni pour faire de la pose de fenêtre. Donc bon. C'est pas marqué sur ton camion en même temps. Donc, et puis on n'en voit pas sur ton site web non plus. Non plus. Quels sont les outils que tu utilises le plus dans ton atelier? On voit un banc de scie, là, on voit une toupie, on voit une dégo rabot. Ouais, alors moi, ça, j'imagine. tous les jours, mais... En agencement, en fait, ce qu'on utilise le plus, c'est malgré tout la scie à format. La scie à format, ouais, avec format. Parce que aujourd'hui, c'est ça. Hein, si on ne fait pas faire le débit, c'est nous qui faisons le débit, donc ça fait du débit de panneau. Plaquage de champ, parce que malgré tout, même si on essaye de faire du haut de gamme, on se retrouve souvent à fabriquer du panneau, à devoir faire de l'assemblage de panneaux, donc c'est souvent un peu ça. Dernièrement, j'ai plus de chance parce que j'ai des chantiers massifs, donc là, je vais des gros rabots, etc. Voilà, classique, ouais. Je vois pas de machine à champ pour plaquage de champ. Ouais. Je plaque avec une Festool avec une Conturo, voilà. En fait, moi, j'ai été pendant très longtemps dans une entreprise où on avait une plaqueuse de champ. Une grosse plaqueuse de champ, et bien aujourd'hui je m'aperçois qu'avec ma Conturo, je travaille pas moins vite. Puis surtout beaucoup moins de... C'est tellement polyvalent et ça coûte 10 fois moins cher. Ouais. Donc voilà. Quelle est la partie de ton métier que tu aimes le plus? Je pense que tu l'as déjà un petit peu répondu, là, j'imagine, mais... Moi, ce que j'aime le plus, c'est la conception. D'accord. J'aime la conception, j'aime réfléchir à résoudre des problèmes pour des clients, ça c'est un truc que j'aime beaucoup. Après la fabrication, le truc c'est qu'on finit, c'est un métier qui est extrêmement polyvalent, mais on finit par tourner en rond. Hein. À un moment donné, on aura tout fait. Donc il y a des étapes qui sont un peu rébarbatives, quoi, où on a envie de passer vite, mais le problème c'est que c'est un métier de patience, hein, donc on ne peut pas passer outre les étapes. Ouais. Pour toi, dans ton métier, là, c'est quoi aujourd'hui? Ça dépend des chantiers, ça dépend des jours aussi, j'ai envie de dire, on n'est pas égaux tous les jours. Même dans l'aspect entrepreneuriat, hein, ça peut être la com, ça peut être les ventes, moi ce qui est compliqué, c'est la patience d'attendre le retour des clients. Ah oui. Pour les clients qui ne sont pas réactifs, c'est ça qui est le plus compliqué pour moi. D'accord. Donc après, parce que moi je suis quelqu'un de curieusement totalement impatient, mais par contre dans mon métier pour l'ouvrage, je suis très patient, mais après, dans la règle générale, j'aime que les choses... moi, je suis un fonceur, donc il faut que ça avance. Donc, les clients, ils sont pas souvent à la même allure que nous, donc où ils n'ont pas les mêmes priorités, ce qui fait qu'il faut être patient. Ouais. Bon. Je vois sur ta page Instagram que tu as une plaqueuse sous vide, une presse sous vide. Oui. Tu en as une ici à ton atelier aussi? Oui. Et est-ce que c'est quelque chose que tu utilises souvent? C'est quelque chose que j'aimerais pouvoir utiliser tous les jours. D'accord. Et moi, ma passion, où j'étais avant, là, chez l'entreprise où j'étais à La Rochelle, on faisait beaucoup de cintrales, d'ouvrages cintrés, ouais. Et moi, c'était vraiment mon truc, moi. C'est-à-dire que j'étais un peu spécialiste dans l'atelier du cintre. Enfin, spécialiste, c'est un peu un... Ouais, mais bon, la personne référente. C'était vraiment c'était mon truc, quoi. Voilà, j'adorais ça. Donc, on me donnait souvent les ouvrages à réaliser. Et c'est vrai que, en fait, ça nécessite beaucoup de préparation en amont, quoi. Oui, et puis de réflexion, en fait. Ouais. C'est-à-dire que dès qu'on rentre dans le cintre, en fait, là, on peut pas foncer tête baissée, sinon on va direct dans le mur. Donc moi j'aime beaucoup. Donc voilà, la presse sous vide en fait, puis c'est comme la plaqueuse de champ Conturo là dont on parlait. C'est extrêmement polyvalent. Donc en fait, une plaqueuse de champ sous vide, une plaqueuse sous vide, on peut tout faire avec. On peut plaquer du plat comme du cintre. Ouais. Moi j'ai fait un chantier où j'ai fait des portes intérieures, elles étaient plates et planes. J'ai plaqué tout mon plaquage avec ça. Ça a parfaitement marché. Wow. Est-ce que tu as un chantier aujourd'hui que tu es le plus fier, qui te rend vraiment très fier? Ouais, mais je suis le seul à en être fier en fait. C'est-à-dire pas le client? Pas le client. Pas le client. Non, je suis fier. Oui, j'ai un chantier que j'ai fait, mais enfin, c'est parce que je trouvais que c'était... après, c'est mon choix. On voit sur le site, c'est une penderie avec des grands caissons qui sortent. En fait, c'est plus pour le côté de de conception, ouais. Parce que ça a été complexe à réaliser et faire en sorte que ça soit viable dans le temps. D'accord. Et donc moi j'étais très fier de cet ouvrage parce que je sais que ça va marcher longtemps et que c'est bien.
La cliente, c'est pas qu'elle aime pas le concept et le projet, c'est que en fait, c'était quelqu'un qui était un peu, qui s'est focalisé sur un détail esthétique qui n'a rien à voir avec mon meuble, mais qui a fait que en fait, tout le reste est passé à l'as. Moi, ça m'a un peu perturbé, mais ça, c'est parce que c'était un problème de communication de départ. C'est-à-dire que pourtant, on a beau faire des visuels 3D, améliorer tout ce qu'on veut. Les gens ne voient que ce qu'ils ont envie de voir. Et au final, quand tu poses, ils sont face à la réalité. Et là, tu as juste tes yeux pour pleurer. Bon, après, ça a été posé. Il n'y a pas eu de problème particulier. Mais la déception du client est compliquée à gérer pour moi. Ouais. Ça marche. Dans tes chantiers, est-ce qu'il y a des matériaux? Bon, j'imagine que tu utilises tous les matériaux et dérivés du bois qu'on connaît, stratifié, tripli, MDF, mélaminé et bois massif. Est-ce qu'il y en a un spécifiquement que toi seul tu utilises dans tes chantiers ou que tu proposes à tes clients? Je sais pas, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, un produit que... j'ai pas encore cette possibilité. En fait, les gens sont souvent avec Pinterest, etc. Tous les sites, ils arrivent avec leurs projets qui sont imaginés. Donc, moi, je peux orienter un peu, mais au final, c'est souvent quand même... le côté création reste assez réduit. Même si après, on amène nos compétences pour diriger, mais sinon, oui, moi, j'aimerais bien, pouvoir utiliser plus de matériaux nobles, etc. Mais bon... il y a un problème de coût aussi, je pense. Oui, il faut trouver le client derrière, c'est sûr. Exactement. Donc maintenant, on va parler un peu plus on va revenir, mais plus en détail, comme c'est en plus ce qui te plaît le plus, c'est le processus créatif, le processus de conception. Quel temps tu passes aujourd'hui dans un projet en totalité? Bon, tu vas me dire, ça dépend des projets. Mais si on pouvait faire une moyenne, si demain j'arrive avec un projet de bibliothèque sur mesure dans mon salon, sur un pan de mur, j'amène une photo Pinterest et puis toi derrière, enfin au bout du moins en amont, tu vas passer combien de temps à conceptualiser ça? Moi je travaille avec SketchUp Pro, donc pour un projet en général c'est une matinée, une journée, ça va être 4 heures, max 8 heures de dessin, dessin avec le devis, intégralité du projet, quoi. Après, on parle de quoi? Des rendez-vous clients aussi? Non, juste ça. Juste la conception, en fait, c'est pas tant que ça. Moi, ça fait un petit moment que j'utilise SketchUp, donc ça va vite. Je maîtrise, donc ça va. Et puis j'ai donc Samy, mon collègue et ami Samy, qui me fait les rendus améliorés. D'accord. Ouais. Donc je peux envoyer au client un super visuel photo. Excellent. Ouais. Donc là, donc tu approches ça sur le devis, tu accoles ça au devis. Peux-tu nous parler un peu plus de ton protocole que tu as avec tes clients? Donc c'est une première rencontre ou 2 rencontres en amont pour parler du projet, j'imagine. Est-ce que tu te déplaces forcément? Est-ce que tu le fais en visio avant? Est-ce que tu le fais par téléphone? Donc moi, mon processus, c'est, les gens m'appellent et après, donc souvent, je fais un rendez-vous sur place pour voir les choses. Discuter avec eux du projet pour que j'arrive à bien visualiser et comprendre leurs attentes. Et de là, je fais, comme je te dis, là après, je me mets au travail, je fais un visuel de devis. Si normalement le premier rendez-vous a été bien constructif, il y a un deuxième rendez-vous pour ce que je fais en général, c'est que je vais présenter suivant le projet. Il y a des fois, si je vais, là, par exemple, ce matin, j'étais donc à côté de Royan, là, à Vaux-sur-Mer, là, c'était pour une dentiste. Et là, je suis retourné, j'ai déjà fait un rendez-vous. Là, je suis retourné pour montrer le 3D ensemble. On a regardé pour voir si c'était cohérent et ça correspondait. Parce que comme c'est des salles de soins, il faut que c'est un outil de travail. Donc là, on a regardé la cohérence. Et donc là, je vais faire le devis. Donc après, je ne vais pas me redéplacer pour présenter le devis. Mais je vais je pense que ce travail en amont, etc., de rencontrer le client, ça fidélise et c'est rare que ça sorte pas. Et puis ça évite les inconvenus et puis exactement. Il faut, j'imagine, enlever tous les points de détail, les checker, j'ai envie de dire, tous les points de détail ou les frictions possibles, et puis valider tous les matériaux, valider les couleurs, valider. C'est ça. Il faut tout valider et surtout il faut mettre en confiance les gens. Je pense que aujourd'hui c'est ça qui peut faire une différence. C'est que, voilà, par exemple, hier, donc le rendez-vous que j'ai eu dans le bar, je sais qu'on est 3 à être 3 menuisiers qui vont être mis en concurrence.
Et ce que me disait le client, c'est que c'est pas forcément le prix qui va faire la différence. Donc ça va être quoi? Ça va être l'intérêt au dossier, la réactivité, la façon dont on perçoit ses attentes, etc. Donc et ça, on peut pas le faire autrement qu'en étant en contact. Ouais. Par téléphone, c'est sûr que c'est voué à l'échec, parce que nous, c'est des métiers quand même où on a besoin d'être. Enfin, les gens, c'est dans l'intime, on rentre dans l'intime des gens quand même. Et justement, quand tu designes un projet pour un client, à quel point tu mets la priorité sur l'esthétique, la fonctionnalité ou le coût même? Est-ce que c'est toujours une balance que tu fais entre les trois, ou est-ce que il y en a une dans ta tête que tu priorises tout le temps, ou c'est en fonction du client peut-être? C'est un mix de tout ça, hein. C'est obligé en fait. On est obligé d'abord l'esthétique, parce que, enfin, c'est pas d'abord l'esthétique, mais l'esthétique, c'est ce que les gens vont voir. Donc l'esthétique, c'est ça qui va être la ligne directrice. Après, moi, en tant que professionnel, c'est la qualité du produit, de faire en sorte que je n'ai pas à réintervenir, parce que l'idée, c'est que ce soit fini, que le client soit satisfait, que ça fonctionne bien, que ça ne bouge pas dans le temps. Et l'adaptation des matériaux à l'usage, tout ça, c'est notre compétence, c'est nous qui sommes sachants là-dessus. Donc voilà. Après, moi je priorise rien. Le truc, c'est que je fais un mix de tout ça. Le prix, moi les gens, j'estime que les gens qui viennent me voir, ils ont une idée du tarif qu'ils vont payer. Sinon, c'est que ça se fait pas, et de toute façon, c'est qu'ils n'avaient pas à venir. Mais bon, ça, en général, les rendez-vous aussi sont utiles pour ça. Les premiers rendez-vous. Ouais, parce qu'en fait, on se rend. Enfin, après, des fois, je me suis trompé lourdement, mais souvent, on se rend compte, en fait, si c'est des clients, c'est des gens qui sont potentiellement, qui vont être capables d'envisager un tarif correspondant à du sur-mesure. Donc ça t'arrive de refuser le chantier ou même de faire le devis à cette étape-là? Jamais. Non, quand même. Non, je fais pas. Ouais, je fais pas. Il y a des fois, quand je sens que ça va vraiment, que je sais que c'est la pure perte, je fais une estimation. D'accord. Ah oui, mais avant de faire un devis détaillé, je leur dis, voilà, ça va être ça. Mais en général, quand je fais ça, c'est mort, parce que en fait, nous, les gens, ils sentent bien que que moi, je baisse les bras. Si je faisais la démarche habituelle, ça pourrait passer parfois, j'en sais rien, mais c'est qu'en fait, on dégoûte les gens en leur montrant qu'on les considère. C'est à double tranchant. Et donc ça t'amène pas beaucoup de refus de devis alors? Très peu. Très peu. Ouais. Tu designes pas trop en l'air des choses? Ça m'est arrivé. Ça a dû m'arriver. Non, je crois pas que ça. Félicitations. Faut que je réfléchisse. Ça va alors. Si t'as besoin de réfléchir pour ça. Non, mais oui, j'ai oublié de réfléchir, parce que oui, c'est ce que ça m'est arrivé. C'est une bonne question. Ça a dû m'arriver 2 fois, ouais, peut-être. Mais bon. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu gagnes ta vie? Tu gagnes bien ta vie en tant qu'entrepreneur? Je gagne ma vie, mais j'ai de la chance. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis bien né, on va dire. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai la chance d'avoir une famille. Je suis issu d'une famille, comme je disais au départ, qui est plutôt bourgeoise, donc on a du bien, et ce qui fait que moi j'ai des parents qui sont plutôt généreux sur les donations, etc. Ce qui fait que j'ai pas d'investissement, et de prêt sur le dos. Donc ce qui veut dire que, en fait, moi, je n'ai pas à rembourser un prêt, ce qui est quand même un gros avantage. Sur les machines et voilà. Ouais. Sinon, après, l'entreprise est viable sans aucun problème. L'entreprise est viable et tu te verses un salaire. Je me verse un salaire, je gagne de l'argent, du bénéfice. J'ai du bénéfice, tout va bien. Je pose ces questions parce que c'est des questions qu'on se pose, que le monsieur, madame, tout le monde, ou du moins même ceux qui veulent se lancer en entreprise, forcément se posent à un moment donné. C'est est-ce qu'on arrive à gagner sa vie au bout de 3 ans? Donc la réponse pour toi en tout cas c'est oui, mais bon, tu as été aidé à certains moments. Mais aujourd'hui, l'entreprise est viable, donc tu te verses un salaire et puis tu fais des bénéfices, tu arrives à investir dans l'entreprise c'est ça. Dans les années. Non, je pense que ça a été la question aussi. Moi, c'est ce qui m'avait fait... clairement, quand on est salarié, c'est très compliqué d'arriver à se dire, mais comment on va faire pour gagner de l'argent? Comment on va faire pour avoir des clients? Comment on va faire pour tout ça? Des choses qu'on n'a jamais envisagées. C'est des problèmes qui sont... Mais en fait, on s'aperçoit que ça, on le gère. En fait, la chose, c'est qu'il faut arrêter d'avoir peur, à un moment donné, hein. Et que tout ça prend sur le tard, et que ça marche très bien, mais c'est que voilà, après il faut les compétences de départ, mais ça n'empêche que on gagne de l'argent. On va parler et aussi la question qui vient après, c'est est-ce que tu es heureux dans ton je ferai pas autrement.
Après, il y a des fois, je me demande si tout ça mérite l'énergie que ça demande, mais ça, je pense que dans la vie générale, T'as une idée d'ailleurs de combien d'heures par semaine tu fais pas tant que ça. T'es à 40 heures semaine ou... Ouais, T'arrives après, je à travaille. garder En fait, ou à t'imposer les... si je compte temps de travail atelier, oui, temps de travail atelier, je dois être à 35-40 heures. Après, oui, il y a des rendez-vous. Je ne cache pas qu'il y a des rendez-vous. Après, ça dépend ce qu'on compte. Hein, c'est pareil, hein, parce que là, ce soir, par exemple, moi, je fais partie d'une association d'entrepreneurs. Ce soir, on va bouffer au resto. Est-ce que je compte ça comme un... c'est professionnel. Tu mets en note de frais ou pas? Non, mais je veux dire, c'est l'association qui paye. Mais je veux dire, on rentre c'est le cadre professionnel parce que en fait, c'est du réseau. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est pas ça, voilà. Donc oui, le dimanche, il y a des dimanches où je travaille, je suis à l'établi, enfin pas établi, mais à l'ordi, voilà. Mais c'est parce que je le veux bien. Personne m'impose de le faire. On va aller faire un petit tour dans l'atelier. Tu vas nous décrire ton environnement. Donc, il y a donc on a 2 établis, il y a 2 postes de travail et puis des placards où je range tout ce qui va être un peu outillage, visserie, produits d'entretien, etc. J'ai ma caisse à outils, j'ai des tréteaux avec des espaces de travail. Magnifique caisse à outils d'ailleurs, il faut le Ouais, préciser, elle est très très belle. C'est le reflet d'ébéniste, la caisse, hein. Donc c'est important. Donc voilà, j'ai tout ce que là je peux arriver à hors machine faire tout ce qui est à montage ici. Voilà. Au chaud avec la partie magasin. Voilà, j'ai au fond une porte qui donne sur une quincaillerie où j'ai tout ce qui va être outillage portatif, quincaillerie générale. Ok. Voilà. Donc là on passe dans la partie, il y a aussi dans la partie. Coulisse, on a une porte, voilà. Cowboy. Cowboy. Salut. Alors là c'était quoi comme entreprise avant l'atelier? Alors ici c'était une entreprise de nourriture pour aliments pour animaux. Donc ce qui fait on a un cas de chargement. C'est l'inconvénient d'atelier, c'est qu'on a une partie surélevée qui est cas de chargement, ce qui fait qu'on a 150 mètres carrés qui est plus bas, qui est au niveau de l'extérieur, et on a 200 mètres carrés qui sont donc plus hauts. Donc on a 300 mètres carrés d'atelier au sol, ce qui est plutôt pas mal, mais donc réparti comme ça sur 2 niveaux. Donc c'est un inconvénient, ce qui oblige d'avoir un élévateur. Donc moi j'ai un élévateur pour les panneaux, j'ai un grand rack à panneaux 5 étages pour pouvoir ranger tous mes panneaux que je commande et pouvoir un petit peu trier. Donc j'ai une scie à format, une grande scie à format qui est indispensable pour notre métier. Avec un scissor, tout ce qu'il faut dans les règles de l'art. Tout en mécanique parce que j'aime pas trop le numérique. J'ai une dégo, une vieille dégo parce que je préfère les vieilles machines. En fait, ça a été un choix de ma part d'acheter des machines d'occasion parce que déjà au niveau coût c'est moins. Et au niveau qualitatif, j'ai vu parce que l'entreprise où j'étais avant, on avait des vieilles machines qu'on avait fini par remplacer par du moderne et en fait les modernes étaient moins bien que les vieilles. Elles tournaient moins bien, elles étaient moins précises, donc j'ai fait le choix de départ de prendre des vieilles. En fait, elle marche très bien. Donc, j'ai des rabot, ponceuse à bande. J'ai un tour à bois parce que ça m'arrive en restauration de meubles de faire du tournage. Toupie, voilà. Tout ce qui est outillage de base, une mortaiseuse à mèche, une scie à ruban, un poêle à bois, un gros poêle à bois pour arriver à chauffer. Chauffé quand même. Bah oui, c'est chauffé, mais pas aujourd'hui parce que j'étais pas à l'atelier. Mais... Voilà. Il arrive à chauffer tout cet espace? Il arrive à chauffer sans aucun problème tout l'espace, sous peine d'y mettre un demi-stère par jour. Faut beaucoup de chute, quoi. C'est que j'achète du bois, hein, mais c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter, quoi. C'est un peu grand. Donc, non, mais ça chauffe bien parce que j'ai fait faire l'isolation du plafond. Ce bâtiment était en toit en évrite quand je l'ai loué au départ, donc ce qui fait qu'en été, il faisait plus chaud. Dedans que dehors, et en hiver plus froid que dehors. Donc c'était impossible pour faire de l'aménagement, il faut qu'on ait une stabilité. Et là tu es en location? Hein, non, je suis en propriétaire. Ah, tu es propriétaire? Oui, okay. Depuis le mois de... Depuis quasi un an. Okay. Je suis propriétaire de mon atelier, donc j'ai une cabine de vernis qui est un petit peu... improvisé avec un extracteur sur l'extérieur, mais bon, ça me permet de faire du vernis pistolet. D'accord.
de la laque et puis d'être autonome parce qu'au départ je voulais justement délaisser ces parties, mais en fait c'est impossible à gérer. La sous-traitance de la laque est trop compliqué, ouais. Ah ouais. C'est que c'est très coûteux et puis au final on n'arrive pas à gérer les plannings. Donc si on veut être réactif, au final on s'aperçoit qu'il faut tout faire. Voilà. Intéressant. J'imagine tu commandes pas de panneaux tout faits aussi. Ouais. Débité. Oui. Si, pour le dernier chantier, la bibliothèque que j'ai fait, là, j'ai tout fait faire. T'as tout fait faire, même Ouais, plaquer les champs et puis parce que là, il y avait beaucoup gagner du temps sur autre chose. Beaucoup de panneaux et puis j'avais pas envie de me casser le dos. Ouais. Et en fait, le coût, on s'aperçoit que si on a le temps d'anticiper, c'est économiquement intéressant. C'est un peu plus de préparation en amont, mais oui, tu le gagnes après. Économiquement intéressant. Après, tu fais quand même livrer ici et puis tu montes ici. Tout est livré, monté. Enfin, pas monté, mais tout est livré en morceaux. Ouais. Donc j'ai une grande au-dessus de la partie chauffée, j'ai une mezzanine. Donc j'avais créé à l'époque qui existe toujours, mais j'ai un bureau à l'étage qui est pour l'instant un peu en stand-by parce que mon bureau est chez moi et puis c'est bien comme ça. Donc voilà, dans la mezzanine à l'étage, j'utilise ma presse à plaquer, ma presse sous vide. Donc je me mets là où je suis mieux parce que en fait comme le poêle à bois chauffe beaucoup plus la partie haute, en fait là où il fait chaud. Donc dès que j'ai du collage à faire ou de la finition, des choses un peu spéciales, je me mets là-haut. Et donc là-haut j'ai la lumière, je suis au chaud. Et puis pour du collage sous vide, c'est idéal. Ça sèche quoi. Ouais. Voilà. Ok. Et puis ça, on a fait le tour. Je pense que c'est le livreur de chez Artipol qui doit être content par contre avec ce quai de chargement, non? Non, il va avec son SMI, non? Il recule direct. Non, même pas, non. Il n'a pas besoin, non. Il pourrait, mais non. Non, il fait pas. Ça n'a pas d'intérêt pour moi en fait. Moi, ça m'apporte plus d'inconvénients. Ce serait presque mieux dans une menuiserie traditionnelle avec la livraison de portes et fenêtres. C'est ça. Dès qu'à partir du moment où tu as des livreurs, c'est ça. Ouais. Ok, ça marche. Merci. Voilà. Bon petit. On va parler des clients et puis comment tu les trouves justement. Tu as dit que c'est tout le monde, ça s'apprend sur le tas. Toi, tu l'as appris sur le tas de trouver des clients. Les clients, en fait, moi, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, j'ai des gens qui m'ont aidé je vais revenir sur Samy, mais Samy, lui, il avait déjà créé sa boîte, donc il m'a aidé, orienté. Moi, j'ai fait aussi, quand j'ai voulu créer l'entreprise, je me suis fait aidé et informé par la CDC de Surgères où il y a un micro pépinière d'entreprise, voilà, où on a eu des réunions et donc ils nous informent. Après c'est très minime, ça ramène pas grand chose ça. Moi j'ai aussi la chance d'avoir une famille dans la communication, donc ma sœur est chargée de projet dans la communication, mon frère pareil, donc ils m'ont aidé à faire le site. Enfin mon frère m'a fait le site, ma sœur a fait les textes, on a fait voilà. Travail de famille. Travail de famille, donc ça aide beaucoup. Voilà. Donc la communication de toute façon c'est le site internet aujourd'hui. Oui, clairement. c'est ça qui marche le mieux. Ouais. Aujourd'hui, on en avait discuté un peu. Tu m'as dit que tu avais essayé quand même d'autres affaires. Enfin, tu avais essayé d'autres méthodes. Oui, j'ai essayé beaucoup. J'ai essayé les pages jaunes au départ. Ça m'a coûté 300 € je crois pour l'année. Et donc là, page jaune pour être référencé sur le site des pages jaunes. Oui, c'est ça, ouais. Et être dans le bottin qui. Ouais, c'est ça. Ouais, mais le bottin n'existe plus, mais c'est en fait c'est référencé pour ceux qui tapent. Et ça fonctionne pour les gens qui ont plus de 60 ans à mon avis, parce qu'aujourd'hui plus personne ne va. On voit des fois dans le 5e, 6e lien peut-être de Google, il y a marqué page jaune. Ouais, c'est ça, voilà. Donc ça, au départ, quand on se dit moi j'ai 50 ans, donc à l'époque j'ai connu encore les pages jaunes. Donc voilà, j'avais cette image de dire il faut qu'on soit référencé sur les pages jaunes. Bon, tu es aussi présent sur Instagram quand même. J'ai Instagram, Facebook, ça c'est bien pour informer la famille et les copains. Ah oui, t'as peu de retours de clientèle qui arrivent par ces méthodes-là. Tu demandes à tes clients, j'imagine. Mais non, mais c'est que en fait, je sais pas comment on fait pour être visible sur Instagram et Facebook. Moi, je suis pas Instagrammeur, donc. J'ai pas suffisamment de vues pour être, être apparent, quoi. Donc je suis pas apparent. Demain, je suis client, je tape dans Google agenceur La Rochelle et puis j'arrive, ou même sur Google Maps, je pas loin de chez moi, je vais tomber sur ton site web, je vais aller voir ta page Instagram. Mais c'est un reflet de ton site web. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, pour moi, Instagram, j'ai créé Instagram parce que c'est issu d'un repas avec des jeunes.
Et des jeunes qui avaient plus de 20 ans, un peu plus, ils m'ont dit, nous, de toute façon, si tu veux travailler avec des jeunes, c'est Instagram. Voilà. Si tu n'as pas Instagram, nous, Facebook, on n'y va pas, donc c'est Instagram. Donc, je dis, bon, le lendemain, j'ai créé un Instagram. Puis si demain tu vas manger avec d'autres jeunes, ils vont te dire c'est TikTok maintenant. Ah, donc TikTok, voilà. C'est jamais c'est fini. ça. Donc je mets tout sur Instagram, et donc automatiquement, ça le met sur Facebook. Ouais. Donc, mais bon, voilà. Je vois aussi que tu as été publié dans Maison et Jardin. Tu as eu un article c'est de la presse nationale, hein, Maison et Jardin. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été utile pour toi? Alors ça s'appelle du publi-reportage, hein, c'est payant. Donc c'est en fait la plupart des reportages, enfin des articles dans ces magazines, c'est des gens qui payent. Donc c'est toi qui vas vers eux? Non, c'est eux qui sont venus vers moi, mais ça n'empêche que j'ai juste pareil, c'est comme les pages jaunes, j'ai perdu 2500 €. Ah oui, quand même. Voilà. Non, parce qu'en fait, il y a une publication donc papier et il y a publication article web plus sur leur site. Donc, ce qui fait que c'était un coût. Donc voilà, je crois non, c'était 2000 €, je crois. Et voilà, donc je me suis dit bon même si ça m'apporte rien, ça va mettre sur le site un petit truc en plus. Bon voilà, ça a mis un truc en plus, ça peut rassurer. Ce que je me dis, c'est que ça peut plus rassurer des gens qui vont aller sur qui lisent ce genre de revue. Oui, non, mais ceux qui vont sur mon site à moi et qui vont voir qu'il y a eu une édition papier, parce qu'aujourd'hui, que quelqu'un s'est intéressé à moi, donc ça peut donner envie. Aujourd'hui, il y a peu de chances qu'un client retrouve un ancien numéro de Maison et Jardin et tombe dessus. Non, ça marche pas. Ouais. Pour toi, la vente, dans son ensemble, fixer ses prix, connaître son marché, l'achat, fournisseur et tout ça, tout le processus de vente, c'est un processus simple ou complexe? Ou du moins, maintenant, après 3 années derrière toi, c'est quelque chose que tu fais, faire tes devis, arriver à un prix au final, et puis et savoir quand tu es dans les clous ou pas par rapport au reste de la compétition et du marché. Est-ce que c'est quelque chose qui est simple ou tu as toujours du mal? Je sais pas. Je sais pas s'il y a des gens qui vont dire que c'est simple. Moi, je pense que c'est la partie la plus compliquée. Dans notre métier, c'est ça, c'est de savoir chiffrer un temps sur chaque ouvrage, étant donné que... Un temps de fabrication. Voilà. Là, par exemple, j'ai fait donc le chantier de l'Île de Ré, j'ai fait une cuisine qui a été chiffrée par un autre menuisier pour lequel j'ai repris le chantier. 50 000 € juste d'ouvrage, donc juste de bois, partie bois, et donc sans les plans de travail, les électroménagers. Et moi, j'aurais jamais vendu ça à ce prix-là. Sauf que, en fait, au vu du chantier, de la cliente, des rajouts qui ont été faits, etc., qu'il a fallu incorporer, etc., au final, on s'aperçoit que heureusement que ça a été vendu ce prix-là. Ouais, pour faire un peu d'argent, sinon le temps passé... Parce que c'est chronophage en permanence, et en fait, on passe son temps. Ça dépend. En fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas anticiper comment les gens vont se comporter. Quelles sont les exigences qui vont apparaître par la suite. En règle générale, les gens sont faciles à gérer, et en fait, ils savent bien ce qu'ils veulent, et puis il n'y a pas de surprise. Et d'autres fois, c'est compliqué de gérer un prix. C'est 5% de chantier un peu plus problématique, ils vont te prendre 20% de ton temps. Ouais, c'est ça. Ouais, mais bon, après, eux, on va dire qu'ils ont, ils ont des moyens, donc on a l'écoute parce que on se dit que ça peut y avoir des retombées économiques intéressantes, donc on reste à l'écoute. Mais donc oui, le côté chiffrage c'est compliqué. Et le marché, connaître son marché. Le marché, ça c'est malheureusement, je ne connais pas le marché en règle générale. Ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas combien vendent les autres les choses. Ouais. Moi, je vois ce que je vais vendre moi au prix que je vais le vendre. Ma façon de faire plutôt, moi, c'est d'estimer avant de commencer un prix combien je le vendrais. Avant de le chiffrer. Avant de toi-même commencer le travail. Avant de le chiffrer, j'estime combien j'estime que ça équivaudrait. Ouais. Et je m'aperçois souvent en faisant ça qu'après, quand je fais les matériaux, le temps de travail, etc., je suis assez cadré. Donc il y a un côté psychologique aussi. C'est qu'au départ, il faut se dire combien serait prêt à payer cette personne pour avoir cet ouvrage. C'est ça. Et tu arrives aujourd'hui à facilement à bien estimer ton temps de travail, le temps de fabrication? Oui, ça va. Ouais, est-ce que c'est quelque chose que tu as amélioré au fil du temps, j'imagine? Ou est-ce qu'avant, tu sous-estimais beaucoup avant? Avant, je sous-estimais, je gagnais moins que je gagne aujourd'hui, bien évidemment. Ça, c'est qu'en fait, au départ, on veut pas assommer les gens.
Après, je dis pas qu'on les assomme pour autant, mais c'est qu'à un moment donné, il faut gagner de l'argent, quoi. Bah oui. C'est qu'au départ, on puis- prend beaucoup sur soi, on se dit bon, c'est pas grave, ça va m'apporter ça va m'apporter Oui. ça va me. Donc oui, au départ, on fait beaucoup de concessions pour travailler, avoir des ouvrages, avoir des photos. Et au bout d'un moment, tu connais Et ton taux horaire et puis tu Ouais. connais ton Oui, temps de mais le taux fabrication horaire, moyen. le taux horaire, c'est bien parce que tu sais combien tu vas faire payer le taux horaire, mais sauf que tu vas compter 8 heures, si t'en passes 15, C'est fini. Ouais. même si le taux est bon, ça changera rien. Donc le compliqué, c'est ça, c'est de pas. Et puis surtout, ce que je me suis aperçu, moi, ce qui est vraiment prendre en compte quand on commence, c'est le temps perdu. Hmm. C'est-à-dire que c'est énormément par jour, il y a 2-3 heures de perdu tous les jours. Parce qu'il y a énormément de choses qui ne vont pas être prévues, des emmerdes à gérer. Une Et ça, livraison qui n'a pas été faite. des livraisons, des machins, ou alors des erreurs que nous on fait, parce que moi je me suis aperçu aux premières livraisons, enfin aux premières commandes que je faisais, pas assez attentif sur ce que je La commandais, réception. et il y avait des problèmes, je me plantais. C'est-à-dire que je me trompais de commande. Je faisais pas attention, je relisais pas ce que j'avais. Enfin tout ça, c'est des trucs Ah non, bien sûr. à force. Même ouvrir les colis, regarder nous combien de fois on reçoit Oui, des choses voilà. et puis on regarde et puis Ouais. l'évier est pété. Exactement. La porte à la mélamine, elle a un accro Ouais. qui nous fait perdre une plaque entière. Enfin, C'est ça. c'est des détails, mais qu'il Ouais. faut ouvrir le colis. Même Ouais. si c'est que dans 2-3 semaines le chantier, il faut le faire C'est ça. à la réception. Et tu perds beaucoup de temps donc à gérer ça, et ça prend beaucoup de place dans la tête parce qu'au final, donc tu deviens improductif, mais ça devient compliqué parce que quand tu n'es pas habitué à gérer tout ça, la surcharge mentale elle est là, et donc c'est pas ça qui fait gagner de l'argent, c'est la production. Donc si tu n'es pas productif, tu gagnes pas d'argent. Est-ce qu'il y a une saisonnalité dans tes projets ou dans tes ventes? Est-ce que tu as déjà remarqué ça? Je sais pas. C'est-à-dire, est-ce que j'ai le temps de partir au ski? Non. Ça peut être une question, mais non, mais est-ce que tu vends des choses plus l'été parce que les gens c'est la période où ils ont la tête à ça et où ils ont le budget pour ça? Est-ce que les périodes des fêtes c'est plus calme? Oui, il y a des saisonnalités, mais après, moi, comme je fais pas de terrasse, je pense que les gens qui font de la terrasse, etc., la menuiserie extérieure, ils sont bien évidemment plus impactés. Là aujourd'hui, il y a des périodes creuses, mais c'est des périodes creuses, je pense, pour tout le monde. Malgré tout, quand on approche des fêtes, les gens ils ont autre chose à faire, quoi. On va passer, on a 2 dernières thématiques à aborder, c'est l'avenir de ton entreprise. Donc aujourd'hui, est-ce que tu as en tête l'évolution que tu imagines pour ton entreprise dans les prochaines années? Est-ce que j'ai une évolution? Ouais, je sais pas. C'est une question que j'arrive pas à me poser. D'ailleurs, je suis assez. Ceux qui parlent de business plan, etc. Enfin, pas de business plan, mais de se projeter dans l'avenir, etc. Bon, moi, j'ai pas cette ambition. Moi, l'ambition, c'est de développer. Je pense que. Enfin, il faut rester terre à terre. Moi, c'est mon sentiment, c'est-à-dire avancer jour le jour. Être concret et voilà, faire en sorte que ça marche et pas trop se projeter parce qu'au final, oui, je pourrais envisager de dire que qu'on va être 10 dans 3 ans, j'en sais rien. Et puis je sais pas si c'est ce que je veux. Aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir vraiment faire mon cœur d'activité, faire du très haut de gamme, voire du haut de gamme au quotidien. Avec des clients qui le méritent et qui sont intéressants et pour qui on a envie de travailler. Et ça serait mon idéal, moi, voilà. Donc c'est plus ça. Après, voilà, ça s'arrête là. Est-ce que tu as en tête aujourd'hui la plus grosse difficulté de ton entreprise, l'épine que tu as dans le pied, que tu aimerais lever là, dans les prochaines années? Son gérant. Merde. non, mais je pense que pour l'entreprise. Oui. Le plus dur, non, mais je pense que le plus dur dans l'entreprise, c'est les humains, parce que l'entreprise, enfin, je veux dire, quand moi je vois, c'est vrai que j'ai un petit travail qui est plutôt pas mal, etc. Donc tout fonctionne très bien. Ce qui pourrait être dysfonctionnel, c'est moi. C'est le gérant c'est le ouvrier, bonhomme. ouais. Le reste, il suffit de l'allumer, ça fonctionne. Non, mais l'entreprise en soi, non.
Je pense que, ouais. Donc aujourd'hui, tu as 5 ans de recul dans ton entreprise et tu as 25 ans derrière de carrière. Comment tu vois, si tu as une opinion là-dessus, le marché de l'agencement évoluer? Est-ce que tu as une idée sur... est-ce quelque chose qui a été croissant? Bon, si on enlève la partie éventuellement nautique, hein, évidemment, qui est différent, mais chez les particuliers et les commerces, est-ce quelque chose qui est en Moi, je essor? pense, mon sentiment sur la question, c'est qu'on a été... ou inversement? Je pense qu'on a tous été, comment dire, des clients de Ikea, etc. On a tous vu les avantages et les inconvénients et que je pense que les gens sont en train de sortir de ça. C'est-à-dire qu'on a envie aujourd'hui, tous les gens que je rencontre qui commencent à avoir un petit peu de moyens, ils ont envie d'avoir une maison autre et qui sortent du lot et pour lequel on se sent bien. Le Covid, étant passé par là, a montré aussi qu'un intérieur où on est, si on est confiné quelque part, on a envie de se sentir bien. Donc ça n'a pas eu de négatif, hein, le Covid, ça a aussi apporté ça, c'est-à-dire que ça nous a mis face à notre intérieur. Donc on s'est rendu compte qu'on a besoin... je pense que ça a amené un peu de qualité aux intérieurs. Juste pour rebondir sur l'aspect Covid, tu l'as vécu comment la période Covid? Juste pour rebondir sur l'aspect Covid, tu l'as vécu comment? C'était un cadeau incroyable, c'est difficile à dire, mais en fait moi j'ai immatriculé l'entreprise le premier jour du confinement, donc j'ai eu cette chance, c'est-à-dire que je pense que j'ai été un des derniers à être tamponné actif par l'administration, donc ce qui fait que j'ai eu toute la période des 3 mois de confinement en tant qu'artisan. Donc j'étais libre de mes mouvements et ça m'a permis surtout de créer l'atelier. Donc j'ai construit l'atelier pendant toute cette période. Et j'ai eu aussi la chance en fait d'être le dernier livré des matériaux par le fournisseur. Donc j'ai eu les matériaux, ça a été tout ça un concours de circonstances incroyable. Ouais. Tu étais déjà chez Artipol dès le début? Ouais, j'étais Artipol dès le départ. Non, j'étais pas Artipol, mais en fait j'étais déjà en connexion avec eux. Et c'est eux qui m'ont livré via un des artisans du coin. Là. Si c'était à recommencer depuis le début, donc on revient 25 ans en arrière, on oublie l'aspect Covid évidemment, mais que tu aurais à recommencer ton entreprise là, d'il y a 5 ans, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Je ne saurais pas trop répondre non plus à cette question. Peut-être qu'il n'y a pas de choses que tu ferais différemment, c'est peut-être pour ça. Non, oui, de toute façon, oui, il y a sûrement plein de choses que je ferais différemment, mais c'est ça, je pense qu'il faut prendre le temps, il faut se laisser du temps, il ne faut pas être trop exigeant, il faut avoir la chance d'avoir du temps. C'est ça qui est difficile, en fait, c'est se donner du temps. Parce que ça temps, avoir les moyens financiers de donner du temps. Oui, moyens financiers ou même accepter qu'on ne va pas gagner d'argent automatiquement. Et que en fait, tout ça, c'est une démarche qui est malgré tout, si on est motivé, qu'on est motivé, qu'on a des compétences, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. La demande, elle est là. Les gens, tout le monde a besoin d'avoir, et surtout si on veut faire de l'aménagement intérieur, il y a de moins en moins de monde qui le fait. Donc ça reste un marché ouvert, il faut être patient. Est-ce que c'est un des premiers conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans son entreprise en agencement? La patience. C'est de la patience. Ouais, il faut être patient et persévérant. Et oui, il faut être un peu, faut être persévérant aussi. Hein. Compétiteur, je pense aussi. Ah oui. Esprit de compétition, parce qu'il faut rien lâcher. Hein. En fait, il faut être capable de gérer les moments de bas. Les moments creux et puis. Non, mais des moments de bas dans la tête. Mentalement, oui. Moi, j'ai eu beaucoup de moments bas dans ma tête, mais bon, c'est peut-être parce que c'est dû à mon tempérament. Mais de là à tout arrêter? Non, mais où en fait on lutte. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de devis, il n'y a pas d'appel. Non, c'est pas qu'une question de devis, c'est une question justement là. Je te parlais tout à l'heure du chantier là où j'étais fier de ce chantier parce que j'avais passé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et ça, c'est des moments difficiles, par exemple, où en fait le client il arrive le matin, on avait posé la moitié, il dit mais elle était catastrophée, ça va pas, qu'est-ce qui se passe, ça va pas, on arrête tout. Et là, on fait quoi là, c'est ça, c'est dur parce que là. On a que ça, nous. Hein. Moi, je travaille pour ça, donc. Oui. Et là, on se dit bon, voilà, ça c'est difficile, voilà. Bon. Là, j'ai travaillé. Moi, je suis super fier. Ouais, c'est ça. Moi, je suis super fier. Perdu, et puis, en fait, elle trouve ça dégueulasse. Enfin, elle trouve pas ça dégueulasse, mais elle comprend pas. Les gens se focalisent sur des choses que nous, on voit pas automatiquement. Ouais. Et je pense que le plus dur, c'est de gérer les autres. Hein. C'est toujours pareil. Hein. On va pas inventer. La clientèle. Voilà.
Ok, merci beaucoup, Julien. Merci à C'était toi. un bel échange. On a, j'espère, répondu à pas mal de questionnements. Et puis, on va mettre tous les liens de tes réseaux, donc Instagram, Facebook et ton site web sur nos plateformes à nous. Et puis, si vous voulez contacter Julien, n'hésitez pas. C'était un bel échange, je te remercie. Merci à Et toi. on se dit à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé et que vous en tirez des enseignements, merci de penser à nous laisser un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos pensées ou même des propositions d'intervenants à @gmail.com ou sur Instagram. Ce podcast est réalisé et produit par nous, Camille et Clélia.